Bon, du coup, on va débuter. Donc, on est 3 orateurs. Il y en a un qui sera en visio. Donc, on va vous proposer un atelier sur l'approche causale. Donc, qui va être on va voir à quel point ça peut être une clé pour comprendre les transformations sociétales. Donc, cet atelier, en fait, il se présente dans le sous-groupe méthode actuarielle et nouveaux risques du groupe de travail anticipé en univers incertain. Donc, on a déjà eu un webinaire par Fabien Febvre qui est dans la salle sur la causalité. Et donc, là, on fait un atelier. Donc, du coup, c'était un peu la thématique de l'année du sous-groupe de travail. Donc, le premier orateur, donc, ça sera Arthur Charpentier, donc, qui est professeur à l'UQALM à Montréal, ce qui explique le fait qu'il soit en visio. Ensuite, on aura Aurélien Coulommiers, donc, qui est directeur général d'ILOGI, et donc moi-même qui est professeur à l'ISFA. Donc, vraiment, en tant qu'actuaire, on doit vraiment comprendre les phénomènes complexes auxquels on fait face, à ces risques émergents, ces nouveaux risques, donc qui en fait sont soit des nouveaux risques vraiment qu'on ne connaissait pas avant, soit il y a aussi les risques qu'on connaît déjà, mais qui connaissent en fait une nouvelle transformation, une nouvelle évolution qui est due en fait au monde actuel. Donc il y en a plein, hein, les risques cyber, les risques climatiques. En fait, même d'un point de vue réglementation, en fait, on a plein de problématiques qui viennent. Même par exemple l'accès aux données, on a beaucoup de données, mais les données, elles n'ont pas forcément toutes la même forme. Elles viennent de différents endroits. Est-ce qu'on peut les consolider? Est-ce qu'elles sont fiables? Donc il y a plein de choses qui viennent de là. Et donc par exemple l'inférence causale, et notamment avec ce qu'on appelle les DAG, donc les graphes acycliques dirigés. Donc on va vous expliquer tout ça. En fait, ça permet de représenter. Donc déjà, ce que vous allez voir, c'est on a vraiment ces graphes qui permettent vraiment de représenter et un peu de comprendre les différents phénomènes et d'analyser aussi les relations entre ces différents événements. Donc il y a vraiment un côté, d'un point de vue interprétation ou même compréhension, qui est assez agréable. Et ça permet notamment, c'est aussi lié au fait qu'on comprend un peu mieux, de réduire en fait les biais d'interprétation et de renforcer du coup la robustesse des modèles. Donc il y a plusieurs buts dans cet atelier, mais premièrement, en fait, on va introduire en fait ces concepts à travers des exemples concrets. Donc ça sera présenté par Arthur. Et ensuite, en fait, Aurélien pourra illustrer l'exploitation de l'IA générative avec des données textuelles pour produire des graphes de connaissances causaux. Voilà. Donc je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur le plan, mais en tout cas, c'est à peu près ce que je viens de vous présenter. Et moi, je ne vais pas monopoliser la parole parce que le but est que Arthur et Aurélien aient le temps de vous expliquer ça de façon suffisamment pédagogue. Et donc, je vais laisser la parole à Arthur. Super, merci beaucoup. Attends, parce que je pense qu'il faut un switch. Il Il y a un switch juste de slide et après de son pour qu'on entende bien Arthur. Ouais. Attends encore, parce que t'es tout noir. On voit pas, l'écran est noir pour l'instant. Je te dis go. Vas-y, parfait. En plus, on va te voir, ça sera quand même mieux. Il y a ma tête, il y a mes slides. Enfin, Voilà, mais là, pour l'instant, sur l'écran, on ne te voit pas encore. Ça. Bon. Hop. Tu me dis dès que c'est bon. Je te dis dès que c'est bon. J'attends que ça soit OK côté régie. Et au pire, je peux juste passer, mais on verra pas ta tête. Ouais, c'est un improvisé. Bon. Je sais pas. J'attends juste côté régie que ça soit OK. Ouais, mais j'ai rien dans mon chat. On va dire que c'est bon. En fait, ils ont enlevé ma présentation. Mais par contre, la nôtre, mais par contre, on te voit pas toi. Ah ah. Bon, parce que moi, je suis en partage. Et on t'entend, mais pas très fort. Ok. Je peux crier, c'est bon. Quand tu cries un peu, c'est mieux. Attends, parce que moi, je suis plus devant le micro. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, je t'entends. Parfait. Hop, hop, hop. Bon. Côté régie, est-ce que ça marche avec Arthur ou pas? Parce qu'on voit pas Arthur, en fait. Là, je pense que c'est l'écran de l'ordi là qui est projeté. Donc ça marche pas. Ok.
Mais sinon, c'est pas grave, je passerai moi les slides. Ok, on peut rester comme ça. Arthur, je pense que je vais passer les slides pour toi. Ok, alors je vais essayer, parce que moi je te vois pas non plus, donc en fait on va inventer. Je dis les numéros des slides que je vois devant moi. Vas-y, on fait du live. Je pense qu'on maîtrise. En impro, ouais. Donc, Ouais. c'est sur le slide numéro 1. Donc, mon point de départ, c'était quand même Ah, bah, je vois quelque chose. Oh là. Ouh là là, ouh là là. Ouais, bah, je vois, ça m'aide pas de C'est voir la ça. connexion avec le Canada et la France. On fait ce qu'on peut. Ok, ouais, non, bah, le point de départ, c'était quand même de parler, enfin, d'utiliser une expression qu'on peut voir dès qu'on parle de modélisation causale, qui est le fait qu'il y a un changement de paradigme. Ça paraît être un gros mot, mais je pense que c'est assez juste dans le sens où on a effectivement une modification assez profonde de la façon de penser quand on veut penser dans un cadre bayésien, pardon, dans un cadre causal. Le point, c'est que on veut tenter de répondre à une question qui sera de la forme et si. Ce qui se traduit en anglais par what if. C'est la question de qu'est-ce qui se serait passé si on avait mis en place cette politique. Un exemple très simple, ce serait, par exemple, si on pense à la surmortalité qu'il y a eu en 2020 en France, il y a eu une surmortalité de 65 000 personnes en France associées à la Covid. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas mis en place des stratégies de confinement? Donc voilà le genre de question qui va nous intéresser. Donc il y a rien de très exotique là-dessus, mais ça change un petit peu la manière dont on va construire les modèles et dont on va analyser les données. Un exemple que j'ai mis aussi, c'est celui qui est sur les slides. C'est par exemple si on met en place des stratégies de tarification avec des rabais sur l'assurance à l'usage, qu'est-ce qui va se passer si ces politiques se mettent en place? Est-ce que ça va engendrer une baisse de la sinistralité? Et le point important dans ces questions de et si on met en place une stratégie fait que forcément l'analyse des données va être biaisée, puisque historiquement, ça va être la grande différence sur les données d'observation et les données d'expérience. On n'a pas mené une expérience, on a observé des données dans lesquelles la politique n'était pas mise en place, et on se demande qu'est-ce qui se passe si la politique est mise en place. On peut avancer, je pense, de 2 slides pour arriver sur le slide qui évoque la fameuse phrase de correlation does not imply causation. Donc, c'est le fait qu'effectivement, il y a une différence entre la causalité et la corrélation. Et les actuaires, historiquement, comme les gens en machine learning, comme les gens qui font de l'analyse prédictive, se contentent d'avoir des corrélations. Dans le sens où si jamais j'ai des variables qui sont corrélées à mon risque, je peux les utiliser dans mon modèle, par exemple en tarification. La tarification est un peu ambiguë parce qu'on parle souvent de variables causales dans la manière dont on en parle, mais c'est absolument pas une relation causale, hein, c'est juste une modélisation de type régression, et la régression est basée sur de la corrélation. Un point qui est problématique, et c'est pour ça que le problème est compliqué, c'est que les modèles probabilistes euh, sont très ambigus. La notion de conditionnement n'a rien à voir avec la causalité. Quand je cherche la loi de Y sachant X, euh, de manière narrative, on a l'impression que Y va causer X, mais c'est absolument pas le cas. C'est la base de la statistique bayésienne où on passe notre temps à inverser des probabilités conditionnelles. Par exemple, en assurance santé, on va chercher la loi des maladies conditionnellement aux symptômes. Et ce n'est pas les symptômes qui causent la maladie, on sait que ça marche dans l'autre sens. Mais le but, c'est que en fait, quasiment toutes les questions qu'on se pose, on se les pose à l'envers, et donc il va falloir inverser des relations de conditionnement. Et ces conditionnements, on voudrait les traduire de manière un peu plus propre comme étant des relations causales. C'est ce qu'a fait Judea Pearl. Donc Judea Pearl a proposé les bases d'une axiomatique un peu compliquée sur la modélisation causale, mais je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle insiste sur le fait que mettre en place une politique, c'est faire une action. Le conditionnement n'est jamais que quelque chose d'observé. On observe le fait qu'il y a eu un traitement, on observe le fait qu'il n'y ait pas eu de traitement. C'est très différent de ce qu'on veut faire en analyse causale, dans le sens où on met en place une stratégie. On impose aux conducteurs de brancher leur app quand ils conduisent la voiture pour qu'on collecte des données. On met en place des politiques qui vont être imposées, et ça, c'est pas pareil. À partir du moment où on a cet opérateur, même s'il est compliqué à formaliser, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est réellement la question qui nous intéresse. L'article de Pearl était sur la probabilistic calculus of actions. Quand on est sur une action, à partir du moment où on prend une décision et qu'on met en place une stratégie, dans ces cas-là, les données observationnelles ne permettent pas de répondre à des questions. Donc voilà, donc si jamais ces questions vous semblent un petit peu intéressantes, il y a toute une littérature foisonnante sur ces sujets, plus ou moins mathématiques, mais c'est vraiment un sujet important depuis une bonne trentaine d'années. Et comme j'arrête pas de le dire, il serait temps que les actuaires s'approprient ces sujets parce que ça permet de répondre de manière un peu plus efficace à des questions qui se posent. On peut aller sur le slide suivant.
Mon deuxième point, c'est qu'en fait, les méthodes que je propose, elles n'ont rien de révolutionnaire. Alors, quand je parle de changement de paradigme, c'est pas non plus on met tout à la poubelle. En gros, on va juste rajouter une petite couche de modélisation. Et ce que je vais vous montrer, c'est des méthodes qui sont assez simples. La première dont je vais parler, c'est différence dans les différences. C'est une idée qui est en fait assez naturelle, on le verra. Il y a l'approche par régression de discontinuité qui est aussi intéressante dans pas mal de cas. Il y a le formalisme par potential outcome, c'est-à-dire on va essayer d'imaginer un contrefactuel. Donc là, on arrive sur des choses peut-être un peu plus compliquées, mais plus intéressantes. Et pour finir, je vais revenir sur les aspects de correction de biais, en fait. On en a, moi, d'en parler un tout petit peu. Effectivement, il y a des biais dans les données, essentiellement parce que les données ont été collectées par observation. Et nous, on veut faire comme si on allait faire une action. Donc, on va mettre en place des stratégies avec des poids basés sur des corrections de biais. On peut aller sur le slide suivant. Le slide suivant rappelle juste qu'en fait, le problème central, c'est qu'on n'a pas de machine pour remonter dans le temps. Toute la question de l'analyse, enfin, de l'inférence causale et de l'analyse causale est liée à ce problème-là. Alors après, bon, si on avait une machine pour remonter dans le temps, je ne pense pas qu'on remonte dans le temps pour vérifier des tests causaux. Mais en tout cas, c'est lié au fait qu'on ne puisse pas remonter dans le temps et je vais vous le montrer dans le slide suivant. Donc dans le slide suivant, je pars d'un petit exemple très simple où on est un assureur, on veut mettre en place une politique, par exemple en assurance santé. On se demande comment est-ce que les patients se sentent mieux sur le long terme. Donc on a un outcome qui nous intéresse, par exemple, est-ce que les personnes qui ont eu une intervention chirurgicale, elles vont revenir dans les 3 mois qui suivent parce qu'il y a eu des complications, par exemple. Et donc, par exemple, l'assureur voudrait mettre en place une stratégie qui consiste à les garder une semaine de plus en observation pour minimiser ce risque à long terme. On le voit dès qu'on commence à faire des problématiques euh, de, de, des politiques de sensibilisation. On est vraiment dans ces questions-là. Quand on veut faire de la prévention, on est vraiment sur ces questions d'analyse causale. La prévention, l'idée étant de trouver une variable dont on changera un effet et ça aura des conséquences sur le long terme. Donc, par exemple, ici, les patients, ben, il y en a qui rentrent chez eux, il y en a qui restent à l'hôpital et on se demande ce qui marche le mieux. Donc, par exemple, je peux prendre mes données. Je suppose que personne n'a eu cette nouvelle politique, c'est-à-dire qu'on les autorise à rester un peu plus longtemps à l'hôpital. On les renvoie chez eux. Donc, on a observé je ne sais pas combien de milliers de patients. Puis sur le slide suivant, on voit qu'il y a quelques personnes qui ont eu un problème. Donc le problème, c'est ce Y égale 1, ça veut dire potentiellement, dans les 3 mois qui suivent ou dans les 6 mois qui suivent, ils sont revenus à l'hôpital. Si jamais je veux répondre à ma question de savoir si la politique marche, je remonterai dans le temps. Donc c'est ce que je propose dans le slide suivant, on remonte dans le temps, et cette fois-ci, on fait subir l'autre traitement. Donc au lieu de les renvoyer chez eux, on va les faire rester une semaine de plus à l'hôpital. Et là, sur le slide suivant, on voit qu'il y a peut-être moins de personnes qui reviennent dans les 3 mois qui suivent. Peut-être que potentiellement, les gardes à l'hôpital, c'était pas mal. Mais ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question parce que, en fait, je peux pas faire remonter dans le temps. Et donc, comment on fait dans la vraie vie? C'est le slide suivant, c'est de dire, bah, en fait, dans mes données, j'ai peut-être les deux situations qui sont présentées. Il y a peut-être des gens qui sont rentrés chez eux, et il y a peut-être des gens qui ont été soignés à l'hôpital. Et donc, je pourrais contenter, comme je le fais sur le slide suivant, de regarder les proportions. Donc, ces probabilités conditionnelles d'être revenu à l'hôpital dans les 3 mois qui suivent, avec ou sans le traitement. Donc là, on le voit, il y a un problème. Je l'ai dit tout à l'heure, le conditionnement, c'est de l'observationnel. Là, on veut mettre en place une politique et donc on ne répond pas à la question. Et pourquoi on ne répond pas à la question? Bah, c'est un peu légitimé par le slide suivant, où en fait, ce que je dis, bah, c'est que peut-être dans mes données, le fait qu'on ait renvoyé les gens chez eux, bah, ce n'était pas indépendant de leur situation. C'est-à-dire que par exemple, on renvoie chez eux les gens qui étaient plutôt en bonne santé. Ou peut-être qu'on a renvoyé chez eux les gens qui n'étaient pas trop vieux ou qui avaient quelqu'un qui pouvait les aider à la maison. Et donc en fait, il y a eu un problème qui est que le traitement, renvoyé à la maison ou soigné un peu plus à l'hôpital, bah, c'est conditionné au risque, c'est conditionné à plein de covariables. Et comme c'est pas indépendant, bah, on est bloqué. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée de l'inférence causale, c'est de se dire que les données observationnelles, elles ont été biaisées par toutes sortes de facteurs qui rendent l'analyse impossible en termes de politique publique. Donc par exemple sur le slide suivant, on voit que les risques ne sont pas exactement les mêmes. Ok, donc si je vais sur le slide d'après, je refais un petit bilan, donc c'est pour dire euh, les données qu'on observe, dans un monde idéal, si on voulait voir si un effet marchait, il faudrait qu'elles soient aléatoires. C'est ce qu'on appelle un randomized trial, c'est les expériences aléatoires où on donne un traitement de manière aléatoire aux gens. Malheureusement, dans beaucoup de cas en assurance, on n'a pas ces données aléatoires, on a juste des données d'observation qui ne viennent pas d'une expérience. Et donc, l'analyse conditionnelle n'est pas une analyse par intervention. Et donc, on ne peut pas savoir comment ça se passe. Et donc, tout le but d'un peu des 15 minutes que je vais avoir, c'est de discuter de comment est-ce qu'on peut faire comme si on avait mené une expérience. Voilà. Donc, on va passer sur le slide d'après, puis je vais commencer à énumérer quelques cas un peu classiques dans la littérature de problèmes causaux pour lesquels des réponses ont été proposées. Le premier, on le voit, c'est l'expérience de Jonas Salk. Jonas Salk, c'est celui qui a introduit le vaccin contre la polio dans les années 50. C'est
Si jamais vous vous ennuyez ce week-end, je vous encourage à lire l'histoire de la mise en place de ce vaccin contre la polio, parce que c'est un exemple textbook de comment est-ce qu'on met en place des expériences. Et effectivement, ce qu'il dit, c'est que pour pouvoir voir si un vaccin marche, il faut faire une expérience aléatoire. J'avais beaucoup écrit à l'époque du début de la Covid sur ces questions-là. Les essais aléatoires sont les seules manières propres pour répondre à ces questions. C'est les seules réponses propres. Maintenant, ils ont beaucoup de défauts. Je peux revenir un tout petit peu là-dessus dans le slide suivant, mais c'est de noter qu'il y a pas mal d'effets qui sont établis dans la littérature. Le fait que, par exemple, si les patients savent qu'ils ont le placebo, ils risquent de quitter l'expérience. Si l'expérience ça dure trop longtemps, ben, les gens vont quitter la cohorte. Il y a pas mal d'effets qui sont connus et qui ont été largement documentés, en particulier dans le cas de la polio, parce que les médecins ne croyaient pas que le vaccin marchait, par exemple. Donc il fallait absolument le faire en double aveugle. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes sur les expériences aléatoires. Et je mentionne aussi un autre article qui était paru de mémoire dans le British Medical Journal, qui traite de la question de savoir si les parachutes, ça marche. Est-ce que le fait d'utiliser un parachute quand il y a un accident d'avion, ça cause le fait qu'on pourra survivre? Malheureusement, on ne peut pas faire d'expérience aléatoire là-dessus. Donc il y a beaucoup de cas où on ne peut pas faire d'expérience aléatoire pour des raisons éthiques ou pour toutes sortes de raisons, mais voilà. Vérifier si un parachute, ça marche, on ne peut pas le faire. De la même manière, pour savoir si le tabac provoque des cancers, on ne peut pas forcer les gens à fumer. Donc il y a beaucoup de cas quand même, même en santé, où les expériences aléatoires ne sont pas possibles. Et donc il faut trouver d'autres stratégies. Alors, c'est ce qui commence à arriver dans le slide suivant. Dans le slide suivant, c'est la première approche un peu classique en économie, c'est ce qu'on appelle les doubles différences, ou différences dans les différences. La question, elle avait été posée dans cet article un peu fameux des années 90. C'était est-ce que augmenter le SMIC, pour parler un peu à la française, un salaire minimum dans un État aux États-Unis, donc en l'occurrence au New Jersey, est-ce que augmenter le salaire minimum aurait des effets bénéfiques sur l'emploi? Voilà. Donc ils mettent en place une politique, donc c'est ça qu'il faut comprendre dans l'analyse causale, on met en place une politique et on se demande ses effets. Et ils ont observé effectivement qu'il y avait un gain, c'est-à-dire que le nombre d'emplois créés dans l'industrie des fast-foods avait augmenté. Mais c'est pas ça l'effet causal. L'effet causal, ça ne peut pas être ça parce qu'il nous manque un contrefactuel. Ça se trouve, la hausse des emplois, elle est due à autre chose. Et donc le principe de l'inférence causale et surtout de cette approche par différence des différences, c'est de se dire, ok, j'ai observé quelque chose sur le groupe sur lequel j'ai mené mon test, mais il me faut un contrefactuel. De la même manière que je vous parlais de la Covid en vous disant en France, mettre en place des confinements, ça a causé 60 000 morts. Si jamais le confinement n'avait pas été fait, qu'est-ce qui se serait passé? Il faut trouver un contrefactuel. Ce qui avait longuement été dit, c'est bah, prenons la Suède, il n'y a pas eu de confinement. Le système de soins est à peu près comparable. Donc ce qu'il nous faut, c'est un contrefactuel, c'est-à-dire comme si on pouvait remonter dans le temps. Il nous faut un New Jersey dans lequel il n'y a pas eu cette hausse de SMIC. Et donc sur le slide suivant, l'exemple qui avait été pris, bah, c'est la Pennsylvanie. La Pennsylvanie avait un marché de l'emploi qui était à peu près semblable au New Jersey. Ils ont comparé ce qui s'était passé en New Jersey. En fait, dans le New Jersey, le taux d'emploi a baissé. Et donc l'idée, elle est assez simple, elle consiste à dire, bah, le New Jersey, c'est mon groupe de contrôle. Il y a une baisse qui a été observée, on peut la prendre de manière absolue ou de manière relative. En l'occurrence, il le faisait de manière absolue. On observe une baisse de temps. En Pennsylvanie, pardon, on observe une baisse de temps. Dans le New Jersey, si jamais ça avait été la Pennsylvanie, on observerait la même baisse. Donc on a nos deux lignes bleues qui sont parallèles. Et on a observé cette hausse, et donc le gain réel, il est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait anticipé, essentiellement parce que le marché était plutôt en récession à cette époque-là. Et donc c'est comme ça qu'on va faire des différences de différence, c'est de se positionner non pas sur un groupe et à regarder une différence, c'est de regarder une différence par rapport à un autre groupe, d'où le nombre de différences dans les différences. Donc ça, c'est la méthode la plus simple, c'est ce qui est largement utilisé par exemple par tous les ministères en France pour tester des politiques d'aide aux enfants ou d'aide à l'emploi ou ce genre de choses, où on crée deux groupes, on va regarder un groupe et on va regarder la différence par rapport à l'autre groupe. Il n'y a pas besoin que ce soit des expériences complètes, ça peut être purement observationnel. Alors sur le slide d'après, on a quelque chose d'un peu différent sur ces différences, c'est ce qu'on appelle les différences de discontinuité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet article qui était paru dans Nature il y a quelques semaines, hein, c'était début avril, qui explique que le vaccin contre l'herpès, donc des maladies sexuellement transmissibles chez les personnes âgées, permettait de faire baisser la démence des personnes de plus de 80 ans. Et en fait, ils n'ont pas fait de test comme on l'entend, c'est-à-dire on va donner le vaccin puis on va voir ce qui se passe. En fait, ce qu'ils ont observé, c'est que en Australie, ils ont mis en place une politique de vaccination obligatoire sur toutes les personnes entre 70 et 79 ans. À 80 ans, les personnes ne recevaient pas le vaccin.
Et donc, ce qu'ils se sont dit, c'est quelque chose d'assez naturel en fait en assurance, et ce qui est beaucoup utilisé pour tester par exemple l'impact de politique fiscale en assurance vie, c'est de regarder ce qui se passe juste avant la rupture et juste après. Implicitement, on se doute qu'entre 79 et 80 ans, on devrait avoir quelque chose de continu. Si les observations créent une discontinuité, la discontinuité me donne l'effet causal du traitement, ou plutôt de donner ce vaccin aux personnes dans le but de réduire leur démence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des régressions de discontinuité. Sur le slide d'après, je vous mets un autre exemple qui avait fait aussi un peu de bruit à l'époque, mais plus parce qu'il était rigolo, c'était de regarder si Pokémon Go avait une influence sur la santé des gens, et en particulier qui montrait que les gens, dès qu'ils installaient l'application, ils commençaient à plus marcher. Donc on regardait le nombre de pas qui étaient faits par les personnes qui avaient installé, qui n'avaient pas installé l'application. Donc pourquoi j'en parle ici? Parce qu'en fait, c'est pas une expérience dans le sens où on force les gens à jouer à Pokémon ou on les force pas. On laisse les gens jouer et en fait, on a toujours à chaque fois le groupe sur lequel on a fait le pseudo-test et un groupe de contrôle qui va nous servir à vérifier les différences qui peuvent être observées. Donc ces régressions de discontinuité sont le premier outil le plus usuel pour quantifier des effets causaux à partir de données observationnelles. L'exemple d'après, je rentre un tout petit peu plus. Alors là, je suis désolé, on va commencer un peu à faire des maths, mais je rentre dans la terminologie de ce qu'avait proposé Rubin, c'est-à-dire travailler en termes de modélisation et d'essayer d'écrire le problème tel qu'il devrait être écrit proprement. Proprement, qu'est-ce qu'on a? On a des individus qui ont eu un traitement, qui n'ont pas eu un traitement. Là encore, ce n'est pas une expérience, c'est dans mes données. Les personnes ont l'application, n'ont pas l'application. Ok, donc éventuellement, on a cette variable de traitement, 0 et 1, et on va créer une variable fictive qui est ce qu'on appelle le potential outcome. C'est le résultat potentiel de ce qu'on aurait eu. Donc le résultat potentiel s'il y avait le traitement, le résultat potentiel si la personne était dans le groupe de contrôle. Et malheureusement, et c'est pour ça qu'on a ce problème de retour dans le temps, il y a une décision qui a été prise à un moment, soit on est dans le groupe 0, soit on est dans le groupe 1. Et donc, ce qu'on veut quantifier, c'est toujours cet effet de traitement, c'est la différence entre l'outcome si on a le traitement, l'outcome si on n'a pas le traitement. Pour ça, des problèmes de marketing, par exemple, si jamais vous voulez voir, si jamais une personne répond à une sollicitation, il faudrait voir si la personne répond en la sollicitant, mais il faudrait aussi savoir si la personne aurait pris une garantie si jamais on ne lui propose pas. Ok, donc on a besoin à chaque fois d'avoir ce contrefactuel, mais techniquement, cette variable n'existe pas. En tout cas, je ne peux pas l'observer parce que j'observe toujours une des deux quantités. Et donc, sur le slide suivant, je reviens sur le problème fondamental de l'inférence causale, qui est que je n'observe pas cette variable. Mais ce n'est pas problématique. Ce n'est pas problématique parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément la quantification d'un effet de traitement pour un individu. On est plutôt sur des quantifications d'effets de traitement moyens. Et ça, c'est ce qui va nous sauver. Pourquoi ça nous sauve? Essentiellement parce que si jamais je travaille sur des moyennes et qu'on fait une expérience purement aléatoire, ben en fait, je peux prendre la moyenne des personnes qui ont eu le traitement, la moyenne des personnes qui n'ont pas eu le traitement, et ça va suffire. Et là où ça va être problématique, c'est qu'en fait, les expériences sont rarement aléatoires, il y a toujours des biais de sélection, et donc il va falloir corriger de ces effets d'allocation. Sur le slide suivant, là, je reviens, on en a parlé un tout petit peu, sur les DAG. Les DAG sont un outil pour quantifier ces, ces, ces potential outcomes. Donc, en fait, le potential outcome, c'était né des travaux j'avais cité Rubin dans les années 70, mais en fait, Neyman en parlait. Neyman, vous vous en souvenez tous, hein, c'est les tests de Neyman-Pearson. C'est les années 20, en fait. Neyman en parlait quand il a introduit la théorie des tests, puisque pour lui, quand il veut tester sur deux groupes, en fait, implicitement, il se doute que les deux groupes, si jamais ils ne sont pas créés aléatoirement, ça pose un problème. Donc, il commence à aborder cette histoire de contrefactuel. Et à la même époque, euh, Sewell Wright propose une autre approche qui est basée sur les graphes qu'on observe à droite avec des hamsters. Et donc, il essaye de comprendre si jamais on fait un traitement, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, il va créer comme ça une chaîne de causalité entre variables, qui a largement été étudiée depuis, hein. C'est l'approche la plus visuelle et la plus compréhensible pour analyser des mécanismes causaux. On va se demander quel est l'impact d'un traitement sur des variables. Potentiellement, on se demande quel est l'impact des variables explicatives sur le traitement. Par exemple, dans mes exemples d'hôpitaux, l'âge de la personne influence sur son traitement. Les personnes âgées, elles vont pas rentrer chez elles si jamais elles sont seules. Donc les X vont influencer le traitement qui va potentiellement influencer le Y. Et donc l'idée de l'inférence causale, c'est d'essayer de bien comprendre sur ces graphes causaux, donc c'est tout ce qui s'appelle le Probabilistic Graphical Models, donc on essaie de comprendre la dépendance à partir de ces graphes causaux et d'indépendance conditionnelle, ce qui va se passer. Et juste pour mentionner deux autres exemples, le slide d'après, je reviens sur une autre technique. C'est ce qu'ils appellent les techniques d'appareillement, c'est les techniques de matching. Les techniques de matching consistent à dire je vais essayer d'aller chercher un individu qui serait mon contrefactuel. Il y a un individu qui a différentes caractéristiques X, qui était dans mon groupe de contrôle. J'aimerais bien voir ce qui se serait passé s'il avait eu le traitement. Dans ces cas-là, je vais essayer de lui trouver un voisin dans le groupe de traitement
qui servira de contrefactuel, ce qui permet de faire du matching et donc individuellement comme ça d'identifier des effets causaux. Heu et pour terminer, donc après je passerai la parole, mais je reviens sur l'autre approche qui a été aussi introduite par Rubin, c'est de se dire, bah, comme on a un biais, en fait, pour calculer nos espérances, il faut corriger de ce biais. Et le biais, bah, c'est quoi? C'est tout simplement une probabilité d'effet de traitement. Donc on se demande, est-ce que je peux deviner la probabilité d'être traité en fonction des variables explicatives? Donc ça se fait pas n'importe comment, ça se fait en particulier à partir des graphes causaux pour essayer de comprendre quelles sont les variables pertinentes pour prédire le fait qu'on a eu un traitement ou pas. Mais ce qu'on voit dans les formules qui sont en bas, c'est qu'en fait, l'espérance, qui était en fait une espérance compliquée à calculer parce que je n'observe pas ce potential outcome, en fait, on peut l'observer à partir des données observationnelles. On a juste besoin du traitement, on a juste besoin de l'outcome, et on va pondérer ça en fait par les probabilités d'avoir le traitement ou d'avoir eu dans le groupe dans le groupe de contrôle. Et donc cette correction par poids, en fait, permettent de corriger des effets de traitement et des biais de sélection. Et puis je vais peut-être m'arrêter là, mais en fait le point c'est que, en fait, toute l'approche causale, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise des méthodes qu'on connaît déjà. En fait, dès que je vous dis on a besoin de ce E de X, bah, en fait, on va utiliser des méthodes de machine learning ou des méthodes de régression. On fait une régression logistique pour essayer de prédire cette probabilité. Et donc, en fait, ce que raconte l'analyse causale, c'est pas mettez tout dans la poubelle ce que vous avez appris, c'est juste, en fait, toutes les méthodes de machine learning, toutes les méthodes de régression, elles marchent. Il faut juste faire attention, c'est que les données qu'on a sont pas propres pour travailler sur la question qui nous intéresse, qui est une mise en place de politique. Et donc, on a besoin de faire une correction. En fait, le point que je vois dans l'inférence causale, c'est qu'on a besoin de rajouter une couche de modélisation pour tenir compte proprement des effets qu'on a dans nos données. Voilà, c'est un peu ce que je voulais raconter. Je vais laisser un petit peu de temps quand même pour Aurélien pour qu'il vous raconte des exemples, mais je vous laisse tranquille. Merci Arthur. Donc je laisse la parole à Aurélien. Je pense qu'il faut que tu viennes là. Merci Arthur. Donc la deuxième partie de la présentation porte également sur la causalité, mais sous un prisme beaucoup plus empirique, voire même organique. L'idée de l'étude, c'était de revenir sur un principe assez générique, qui était de dire on dispose de connaissances en assurance, en actuariat. Cette connaissance, elle prend diverses formes, et on sait que cette connaissance, elle est d'une part très disloquée dans différentes sources. On sait que parfois, en qualité d'actuaire, on a du mal à capter toute la multidimensionnalité qui peut être portée par un risque. Et puis, il y a tout un tas d'autres problèmes, dont la fameuse mécanique de compréhension de cause. On est parti de cette problématique un petit peu générique, et le chemin qu'on a choisi, en tout cas, c'est ce qui va vous être présenté, c'est une question: est-ce qu'on peut observer, extraire, structurer et agréger des phénomènes de cause, de chronologie, avec des outils, alors au sens large, le terme IA générative, mais on verra dans le détail ce que ça veut dire. Donc l'objectif des prochains slides sont les suivants: être capable de récupérer un ensemble de données de formes diverses et variées. Je vous donnerai en pratique quelle typologie de données on utilise. Deuxièmement, quelle hypothèse, quel modèle de données on met en place pour être capable d'observer ces chronologies d'événements et des mécaniques de causes primaires, secondaires et conséquences. Et puis comment tout ça vit, marche à l'ère de l'IA générative, et notamment d'un point de vue très pratico-pratique, donc informatique, coût, budget, etc. Voilà. Donc dans la suite, faut vous imaginer qu'on part avec un tas documentaire qui est finalement dans notre étude pas si gros que ça. L'étude qui est reprise ici, c'est une étude d'assurance spécialité sur de l'énergie. J'en avais déjà parlé en novembre passé à 100% Data Science. On a un ensemble de rapports de sinistres adossés donc à des sinistres. On a 1 à N rapports par sinistre qui représentent le développement du sinistre du moment de la prise d'information par l'assureur au moment du paiement final de ce sinistre. Ce qu'on fait dans la suite, c'est qu'on pose une mécanique que je vais appeler agentique, mais je préciserai par la suite quelle est l'architecture qu'il y a derrière ça, pour essayer d'en déduire, et il faut que vous le compreniez comme ça, d'un rapport, un DAG. Le DAG tel que présenté précédemment par Arthur. Donc l'approche qu'on va mettre en place, c'est celle-ci. On dispose d'un certain nombre de rapports de sinistres.
pour vous donner quelques éléments sur ce qu'on va appeler le modèle de données, c'est-à-dire la structure d'information qui nous permet de passer de la donnée via le modèle à un DAG. C'est une structure de données qui prend la forme d'un JSON pour les aficionados des formats informatiques et qui contient certaines propriétés caractéristiques associées à ce qu'on va vouloir extraire. Donc ces propriétés caractéristiques peuvent se limiter à je veux extraire des événements et ces événements sont séparés par des arêtes et les arêtes peuvent être à causer et suivies à pour conséquence. Chaque événement peut posséder un statut qui peut être cause primaire, cause secondaire, conséquence, mécanique de rémédiation. L'avantage, c'est qu'il y a un champ des possibles assez vaste et qu'il faut juste fixer les contraintes qu'on veut bien se fixer. D'accord ? Et si on creuse un petit peu ce même modèle de données, on peut arriver à des formalismes un petit peu plus compliqués autour de mécaniques de concepts et donc faire peser certains concepts comme par exemple une entreprise est un concept, une catastrophe naturelle est un concept, une machine est un concept et les relations entre ces différents concepts à travers des conditions un peu physiques. Un concept A ne peut pas parler à un concept B, etc. En tout cas, on pose un modèle de données. Dans notre cas, à nous, c'est un modèle de données qui est une structure logique en DAG d'événements, comme je l'évoquais, qui ont des statuts, et chaque événement possède une centaine d'attributs. Voilà. Ces attributs, ils ont pour vocation à contextualiser l'événement ou le sinistre global. Voilà. Ça, c'est pour la partie en haut à gauche. On pré-traite la donnée, je ne reviens pas dessus, c'est des sujets plutôt IA, et s'il y en a qui s'intéressent, je pourrais y répondre, mais il y a toute une partie de pré-traitement documentaire qui consiste sommairement à capter le signal le plus fort possible de ces documents. Ça veut dire récupérer l'information dans le bon ordre, ça veut dire récupérer tous les éléments textuels souhaitables, ça veut aussi dire, en particulier si on travaille sur de la specialty et sur des grands risques corporate, récupérer des images qui expliquent un site, récupérer une cartographie, parce que tous ces éléments apportent aussi du signal sur les mécaniques chronologiques ou les mécaniques de cause. Voilà. On pose des modèles pour faire ces extractions, je ne reviens pas sur les modèles, et on pose surtout le processus. Alors le processus, je l'avais présenté en novembre dernier, je vous le rappelle juste pour vous en donner une vague idée. Ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on prend un document, on le découpe, on fait ingérer chaque partie de ce document à un modèle, un LLM, okay, dont la fonction première va être de transformer le document en un DAG, okay, qui représente les nœuds et les edges qui ont été convenus dans mon modèle de données. Okay. Chacun de ces morceaux de document va donc être représenté par un DAG. Et ce que je vais faire dans un second temps, c'est que je vais récupérer tous les DAG obtenus par ces morceaux de document pour faire un DAG à l'échelle du rapport de sinistre. Okay. Considérant par ailleurs qu'on a N rapports de sinistre suivant la complexité du développement du sinistre, on va avoir une chronologie de DAG qui va nous permettre de faire tout un tas de choses après. Voilà. Il y a beaucoup de thématiques associées à l'évaluation de ces différents procédés. Des thématiques sur l'évaluation technique, combien ça prend de temps, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd en termes de nombre d'événements. Il y a des thématiques associées à la qualité elle-même, je pourrais aussi y revenir si jamais vous avez des questions, sur la précision d'extraction, sur l'exactitude du contexte associé à l'extraction, sur la recevabilité de ce qui est une cause ou n'est pas une cause telle que détectée par un LLM. Tout ça, je pourrais vous en reparler. Et in fine, ce qui prévaut mais qui est le plus coûteux, en tout cas tel qu'on le perçoit à l'heure actuelle, mais c'est assez naturel, c'est ce qu'on appelle le système HIL, Human in the Loop. C'est qu'en réalité, il n'y a pas mieux qu'un expert, un risk engineer pour assesser la recevabilité du graphe causal. Voilà. Ce qu'on obtient donc pour un sinistre à un temps T, c'est le petit schéma que vous voyez en bas à droite, qui exprime de haut en bas et de gauche à droite la source d'un problème, primary cause, les conséquences, l'état que ça a pu engendrer sur le bien ou la personne, des mécaniques de rémédiation, etc. Voilà. Ça, c'est l'approche générique. Et à nouveau, je vous renvoie à la presse de novembre qui est disponible sur le site de l'Institut des actuaires. Ce qu'on obtient d'un point de vue résultat, il y a plein de résultats en réalité qu'on obtient. On n'a pas le temps malheureusement de tous les discuter. Obtenir un graphe causal à l'échelle d'un dossier sinistre, donc pour avoir notamment sa chronologie, en moyenne ça prend 1 minute, donc ça prend beaucoup de temps, à un coût, avec de l'IA génératif qu'on sait assez consommatrice de tout un tas de choses, notamment de budget et d'électricité, ça coûte aussi assez cher, dossier sinistre,
à transformer en graphe causal. Ça coûte entre 1 et 5 euros en fonction de la complexité du graphe. D'un point de vue évaluation, il y a énormément de choses à dire qu'on ne pourrait pas résumer sur un support. D'un point de vue technique, assez peu d'erreurs. Il faut quand même le mentionner, il y a des erreurs d'un point de vue vraiment erreur système, si je puis dire, informatique. Parfois, les modèles font un refus d'obstacle par rapport à l'interprétation d'une chronologie d'événements, et où parfois ils font un refus d'obtempérer quand on leur demande de rassembler deux parties de graphes qui sont trop complexes ou qui ne sont pas assez consistants l'un par rapport à l'autre. Voilà. On obtient en moyenne une trentaine d'attributs sur les 80, donc tous ne sont pas pertinents à tenter. Et en général, je ne reviens pas sur les mécaniques d'agrégat, mais on a 2-3 niveaux d'agrégat, donc ça c'est principalement lié au fait que les dossiers sinistres ne sont pas spécialement gros et qu'on prend des tailles de contexte assez importantes. On obtient plein de choses lorsqu'on fait ce type d'approche. Il y a un premier résultat qui est assez intelligible, qui est celui qui se trouve en haut à droite. Alors ça n'a rien de causal pour le coup, c'est de la codistribution d'événements. Il faut le lire de gauche à droite, c'est un parallèle chart. La taille des segments dans leur verticalité représente l'occurrence de la nature d'événements, et les lignes d'une verticale à l'autre représentent l'événement qui se produit après. Voilà. Ça nous permet d'étudier que s'il y a un événement machinerie breakdown ou storm à l'étape A, il y a une distribution de tel et tel et tel événement qui peut se passer à l'étape B, et ainsi de suite. Okay, ça, c'est une manière assez flat de lire une partie des résultats d'un DAG qu'on obtient. On obtient beaucoup d'autres choses. Je vous le dis, on obtient entre 1 et 5 graphes par sinistre. On obtient aussi ce qu'on appelle des graphes jumeaux. Ça permet d'avoir tout un tas d'informations par rapport aux graphes dans leur sens risque. Les graphes jumeaux, c'est des graphes techniques. Ça nous permet d'avoir du contexte sur l'endroit de ce qu'on obtient, et ça permet notamment de mieux évaluer ce qu'on obtient. Le résultat à l'ultime, d'un point de vue technique, c'est, si j'arrive à cliquer, c'est un graphe qui ressemble à ça. Donc c'est une technologie bien connue en informatique qui s'appelle Neo4j et qui permet d'observer non pas un graphe pour un morceau de claim, non pas les graphes agrégés pour un claim, mais tous les graphes agrégés de tous les claims, avec certains travaux qui sont faits par l'intermédiaire, donc certaines méthodes de standardisation pour que les graphes se parlent bien les uns aux autres. Ça demande de poser un référentiel. Voilà. Mais c'est ce genre de choses qu'on obtient, en tout cas à l'ultime. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces choses ? On fait plein de choses. Les usages sont assez nombreux. Il y a des usages qui sont consultatifs. C'est déjà un résultat en soi de pouvoir observer, si tant est que ce soit vérace, qu'un événement en précède un autre et que finalement la root cause c'est l'événement A ou l'événement B. Donc ça, c'est plutôt de l'information, je dirais, consultative, à destination en général moins des actuaires et plutôt des équipes opérationnelles, gestion et notamment gestion sinistre. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le rendu un peu digeste de ces graphes de connaissances agrégés par sinistre, avec par niveau colorimétrique la primary cause, la conséquence, l'impact et les mécaniques de rémédiation en vert. Donc ça, c'est vraiment de la consultation, simplement, plutôt que de consulter tabulairement ou avec une visualisation 2D, vous le consultez de manière multivariée. Bien sûr, les autres usages, à l'ère de la générative, c'est de pouvoir requêter ces graphes de connaissances. Voilà. Les requêter dans l'absolu, ça veut juste dire appliquer une requête, non pas une vision tabulaire SQL ou Excel, mais une vision multivariée, chronologique et causale, donc appliquer un filtre sur un graphe. Voilà. Ça se fait très bien si tant est qu'on puisse développer d'autres services. Nous, on avait, dans le cadre de l'étude, développé un service qui transpose un langage naturel dans un formalisme de requête de graphe qui s'appelle Cypher. D'accord ? Finalement, vous dites je veux comprendre tous les événements qui sont associés à une usine qui fait du méthanol au Brésil, et quelles sont les primary causes telles qu'elles identifiées dans les rapports de sinistre. En fait, cette phrase en langage naturel va être traduite par un autre modèle. Il y a des benchmarks pour évaluer la recevabilité de ces modèles. En query Cypher, ça va filtrer le graphe, ce métagraphe, d'accord ? Et ça, ensuite, vous allez pouvoir le faire ingérer à un autre modèle pour faire une sorte de résumé. Voilà. Le troisième élément qui est d'intérêt, qui est un peu moins impressionnant, c'est qu'on crée énormément de référentiels. On crée des référentiels sur ce qui peut être considéré comme cause primaire, la manière de le nommer,
Et ça, c'est intéressant dans l'absolu parce que l'un des autres gros problèmes qu'on a pour identifier les causes, c'est que parfois on a du mal à les nommer de manière standardisée. Voilà. Il nous reste encore un peu de temps. Oui. On est pile à l'heure. Ok, je termine juste sur ces applications. Nous, on en est là aujourd'hui, on fait un certain nombre de choses. Donc, une fois qu'on a observé ces graphes, une fois qu'on a certains statuts, notamment de causalité, nous, on en est au point où on explore les usages de ces techniques. Alors, il y en a 3 que je vous ai évoqués à l'écran, mais il y en a en réalité d'autres. La première exploration qu'on a faite, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une vue façon prime pure actuarielle, est-ce qu'on est capable de faire des calculs de prime pure avec ce type de graphe. Autrement dit, est-ce qu'on est capable d'estimer un coût-fréquence avec un graphe de cette nature? Alors on a tenté des choses, notamment en servant de la théorie markovienne, parce que dans une certaine mesure, un graphe peut être transformé en une matrice, mais d'un point de vue hypothèse, notamment d'indépendance entre les événements, ça marche pas très bien, et ça nous amène à des matrices qui sont de taille un peu trop importante. Donc ça tombe plutôt à l'eau, soyons clairs. Dans une toute autre logique, façon méthode et moteur de recommandation, là actuellement on essaye de voir une méthode plutôt assimilée clustering, regroupement, donc qui vise à rassembler des graphes et des contextes qui comportent les mêmes patterns pour ensuite en estimer des valeurs qui pourraient être des valeurs en moyenne, en fréquence et en sévérité. Voilà. Donc là-dessus, un peu déceptif sur la partie tarification, soyons très clairs. Sur la partie provisionnement, il y a un peu plus de choses à raconter. La partie provisionnement, tout l'avantage, c'est que dans le cas d'usage qu'on avait, on récupère énormément d'informations sur les losses estimés. Ça nous permet de faire tout un tas de choses. Ça nous permet d'une part, si tant est qu'on ait beaucoup d'éléments sur le contexte et donc la police, d'avoir une vue un peu plus précise sur comment segmenter et comment les développements se passent. Ça, je vous le rappelle, c'est si et seulement si on arrive à avoir, on est dans une situation où les sinistres se développent assez longtemps et on a des rapports des sinistres qui ne sont pas à un instant T et ça s'arrête là, mais qui sont à un instant T, T+1, T+2, T+3, parce que ça nous permet comme ça d'arriver à comprendre la mécanique de propagation un petit peu du graphe et les impacts que ça peut avoir sur les losses. Donc ça nous permet de voir comment un DAG évolue et comment, par exemple, une loss évolue par rapport à ce DAG. Ça nous permet de faire des regroupements. Ça nous permet d'identifier aussi des situations de causes primaires qui pourraient aboutir à des sinistres nuls en montant. Le dernier levier, c'est des leviers de prévention et on reboucle finalement avec les thématiques présentées par Arthur précédemment. On est capable d'identifier empiriquement des potentielles causes primaires, des potentielles causes secondaires, et on sait ensuite se raccrocher à la théorie telle que présentée par Arthur pour voir qu'est-ce qui se passe si on met en place une approche d'atténuation, de rémédiation par rapport à ces causes primaires ou à ces causes secondaires. Est-ce qu'on a des événements dans les graphes dont on dispose pour lesquels il y a eu une méthode de rémédiation telle que celle envisagée dans les graphes, etc. Voilà, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est une boîte qui est assez ouverte. Il y a énormément de limites informatiques et modèles associés à l'étude telle que je peux évoquer les niveaux de concept qui sont des thématiques assez complexes, donc la définition d'une ontologie pour extraire les bons éléments d'un graphe. On peut parler également de toute la théorie ensuite, comment on applique ça, donc CF, les propos d'Arthur. Il y a beaucoup d'autres thématiques qui sont encore des freins, on va dire, à la pleine implémentation de type d'approche. Nous, de notre côté, les prochaines étapes, c'est notamment du coup poser des cadres plutôt programmatiques adossés aux résultats de ces graphes causaux pour justement aller voir des effets, alors, comme l'évoquait Arthur, différence, indifférence ou A/B test par rapport à ce qu'on peut observer dans ces différents graphes. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. Merci Aurélien. Alors, je pense que j'ai le micro, oui. Donc, je vais vraiment faire un mot de conclusion pour que vous ayez le temps de poser quelques questions. Mais donc, comme vous avez pu voir, c'est vraiment des méthodes qui ont à la fois
de très belles perspectives. On a l'impression qu'on va pouvoir expliquer plein de choses, mais en fait, la mise en œuvre n'est pas si simple que ça. Donc, ça vient effectivement des problématiques des données. Et en effet, on a l'impression, par exemple, en prévention, de pouvoir dire, je vais pouvoir faire un what if exactement comme disait Arthur, en me disant, je me mets dans un cas, si jamais on applique cette mesure de prévention, est-ce que j'arrive à avoir l'impact que ça aurait, et est-ce que ça vaut le coup d'appliquer cette mesure de prévention? Donc c'est vraiment ce qu'on a en tête. Après, la question, c'est est-ce qu'on arrive à mettre ça en place? Est-ce qu'on a vraiment un groupe contrôle? Est-ce qu'on a les données qu'il faut? Et donc, est-ce qu'on arrive à mesurer ça? Et donc, ça fait partie des questions qu'on se pose dans le sous-groupe de travail. Mais du coup, je vais vous laisser le temps de poser des questions à Arthur et à Aurélien. S'il y en a. T'as un micro qui arrive, Florence. Excuse-moi, j'ai peut-être pas bien compris, mais le type de sinistre, le type de rapport, on a comme ça l'impression que si vous vous intéressez à des petits sinistres, ça va être plus simple, le couper en morceaux, etc. Il y aura peut-être des graphes plus lisibles. Enfin, je parle d'une façon très pragmatique. Mais en même temps, on a l'impression que c'est plutôt sur des gros sinistres que ça peut aider à comprendre. Donc, et quand je dis gros sinistre, ça ne veut rien dire, parce que gros en coût, mais gros en complications. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques précisions là-dessus? Il y a, ce qui est très clair, c'est qu'on a constaté que, fonction des lignes d'activité, on s'exposait à des problèmes de nature différente d'un point de vue modélisation. Alors, on a moins été affaire à des lines, on va dire, directes, sur lesquelles il y a des volumes et sur lesquels, finalement, alors je ne sais pas si c'est direct de penser ça comme ça, mais la cause est plus simple à observer, ou le rapport est plus réduit. En tout cas, c'est vrai qu'il y a ce phénomène un peu paradoxal où, d'un côté, sur des risques corporate, on a moins de sinistres, moins de volume, et donc nécessairement les graphes en conséquence sont moins peut-être représentatifs, ou en tout cas pour lesquels on a davantage d'événements edge. De l'autre côté, on se retrouve dans une situation qu'on a aussi vécue, sur laquelle les sinistres sont parfois plus simples, mais où les graphes font 3 nodes de edge, et en fait ils se racontent pas grand-chose. Donc il y a un paradoxe là-dessus qui est très clair. On a eu un cas qu'on avait du coup présenté en novembre dernier sur la RC médicale. Alors il y a certains acteurs en France qui ont cette chance d'être leader ou co-leader sur certaines lignes d'activité et qui ont des volumes qui sont suffisants pour, on va dire, réunir le meilleur des deux mondes. Donc il y a aussi ces problématiques-là. Ça ouvre peut-être aussi la voie à des discussions entre assureurs pour partager de la data et avoir un volume plus fédéré, centralisé. Ouais, il y a une autre question. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à l'approche pratique que tu as présentée, Aurélien. Au sujet des erreurs, tu as indiqué que parfois le modèle, si j'ai bien compris, arrêtait de prendre en compte certaines informations. Oui. Ça, c'est un premier sujet, surtout si on arrive à s'en apercevoir après coup, c'est quelque chose auquel on peut remédier. Est-ce que vous observiez aussi des erreurs peut-être qui ferait penser à ce qu'on peut appeler les hallucinations, où le modèle Oui. prenait en compte ou voire créer de nouveaux éléments. Et ça, c'est des types d'erreurs qui sont beaucoup plus compliqués à détecter et à corriger par la suite. Il y a énormément d'erreurs sur une machine comme ça, c'est une réalité. Nous, les métriques, il y en a à date, je dirais une 30aine de métriques. Donc sur les métriques techniques, il y a échec, pas de production de graphes. On mesure la quantité moyenne de nodes dans un graphe intermédiaire, dans un graphe agrégé. Donc il y a tous ces types de pratiques-là. Les erreurs qu'on a traditionnellement sur la partie technique, c'est des phénomènes de lazy LLM, ou c'est des phénomènes liés à l'infrastructure propre. Les phénomènes de lazy LLM, ils sont largement référencés dans la littérature. Et en fait, sommairement, ça porte assez bien son nom. C'est le LLM bug quelque part par le surplus d'informations à sa disposition et se dévoie complètement de sa tâche. Donc ça, on l'a pas mal observé. Je dois bien dire que ça fait peut-être bien 5% quand même d'erreurs
Donc ça se corrige très simplement parce que le LLM, bizarrement, il est lazy une fois, mais pas deux. Donc ça, c'est des phénomènes un peu obscurs. Donc simplement en le relançant. Ouais, c'est ça en fait. C'est Okay. des mécaniques de batching. Série de documents passe et tous les éléments qui fail, on les retente la fois d'après, un peu par mécanique de fallback. Sur la partie éval plutôt qualitative, en fait, comme il y a énormément de choses qui sont faites, il y a énormément de choses à observer, qu'on doit observer d'un point de vue qualité. Il y a ne serait-ce que l'exhaustivité des valeurs attendues par rapport aux attributs. Sur 100 attributs, combien j'observe de valeurs en moyenne, même sans considérer qu'elles sont bonnes ou pas. D'accord ? La raison qui a fait qu'on a fait ce jumeau graphe métadonnées, c'est principalement pour la deuxième chose que tu as mentionnée, c'est pour la partie hallucination. Le jumeau métadonnées en graphe, il contient notamment les contextes de chaque réponse. Et donc ça nous permet de nous retrouver dans un cadre qui est un cadre un petit peu commun en IA générative d'évaluation type Retrieval Augmentation, où en fait on va faire plusieurs mesures. Une mesure par exemple qui compare est-ce que la réponse est proche de la question ? Est-ce que la réponse est proche de son contexte ? Est-ce que la question est proche du contexte ? Est-ce que la question est proche de la réponse et proche du contexte ? Ça donne des mesures quantitatives assez quand même robustes pour comprendre si on est à côté de la plaque ou pas. Sur la partie qualité, il y a tout un tas de sujets sur la causalité aussi. Je ne suis pas spécialement revenu dessus. Nous, de base, on est parti du principe de 2-3 papiers qui existent depuis 2023 qui font état de certains modèles de marché, close source, qui ont été testés sur des phénomènes causaux. Donc à partir d'une domain knowledge, est-ce qu'on est capable de déduire des causes à partir d'un test set ? Donc il y a des benchmarks pour ça. Et à partir de 2 entités, est-ce que je peux lier des mécaniques de cause ? Et donc voilà, il y a 2-3 modèles qui prévalent sur d'autres. Donc on se référence à ces benchmarks. Et la dernière chose sur la partie causale d'un point de vue qualité, ce serait probablement le fameux human in the loop dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a énormément d'évaluations. En fait, une architecture comme ça vient avec son lot d'hyper-évaluation. Ouais. Ok, merci. J'en prie. Merci. Je propose qu'on s'arrête là pour pas bloquer les personnes, mais par contre, je pense qu'on peut rester là si vous avez. En tout cas, Aurélien peut répondre aux questions. Arthur va devoir, je pense, déconnecter malheureusement, mais si vous avez besoin même de contacter Arthur, il est joignable, je pense, par mail si vous avez des questions. Oui. Merci Arthur. Merci Arthur. Bonne après-midi, parce que pour toi. Merci. Merci.